Bonjour à tous et puis merci de m'accueillir à Clermont. En fait, pour comprendre la structure et la chimie actuelle du manteau, en fait, il est absolument nécessaire de comprendre comment ce manteau a pu se différencier et la différenciation globale de ce manteau. Et cette différenciation globale est intervenue très tôt au cours de l'histoire de la Terre, pendant l'AD1. Le problème de l'AD1, c'est qu'on n'a aucun échantillon géologique qui nous permette d'accéder à des roches de cette époque-là, et donc en fait c'est à ce moment-là que la géochimie isotopique rentre en jeu et nous permet d'obtenir des informations à partir de roches archéennes sur le manteau au cours de l'AD1. Et plus particulièrement aujourd'hui je vais vous parler des informations que peuvent nous apporter les isotopes du tungstène. Et en fait c'est ce qu'on va regarder, c'est les produits d'une radioactivité éteinte, la radioactivité éteinte de l'hafnium 182, et il y a d'autres systèmes isotopiques à courte période, comme ceux de l'hafnium tungstène, qui ont été utilisés communément pour regarder l'évolution chimique du manteau pendant les premiers centaines de millions d'années du système solaire. Et c'est principalement le système samarium-néodyme dont Maud Boyer a fait pas mal de recherches dessus et qui ont permis de déterminer quel était le mode de différenciation du manteau à cette époque-là. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre système isotopique qui apporte des informations complémentaires et également d'autres informations sur d'autres mécanismes de différenciation du manteau que la différenciation liquide silicaté, cristaux solides. Parce qu'en fait, le système hafnium-tungstène, c'est le tungstène à élément sidérophile, donc ça va aussi réagir à tout ce qui est processus tels que l'accrétion tardive, c'est-à-dire l'incorporation de matériaux extraterrestres qui sont relativement enrichis en sidérophile, donc ils vont avoir une grosse influence sur la composition du manteau. Et également le noyau. Le noyau est très enrichi en sidérophile, donc si on ajoute un peu de noyau au manteau, on va avoir des gros effets au niveau des isotopes du tungstène. Rapidement, je vais vous résumer les principales caractéristiques du système à courte période hafnium-tungstène. Donc l'hafnium 182 décroît en tungstène 182 avec une période de demi-vie de 9 millions d'années. Ça signifie qu'après 5 périodes de demi-vie, l'hafnium 182 aura quasiment complètement disparu du système. Donc en fait, ce qu'on enregistre avec le tungstène 182, c'est des événements qui ont eu cours, ces processus qui ont eu cours au cours des 60 premiers millions d'années du système solaire. Donc vous voyez qu'en partant d'une abondance initiale d'hafnium 182 dans le système solaire, au bout d'une demi-vie, on n'a plus que la moitié, et au bout de 60 millions d'années, on n'a quasiment plus d'hafnium 182, donc on ne va plus générer de variations isotopiques du tungstène 182 après 60 millions d'années, 60 millions d'années après la formation du système solaire. Ces variations isotopiques du tungstène 182, on le normalise par rapport à un isotope stable du tungstène, le tungstène 184, et ces variations sont très petites. Donc du coup, on utilise les notations mu-tungstène, qui correspondent au rapport dans l'échantillon, divisé par le rapport dans le standard, d'accord, et tout ça. Donc la déviation du rapport d'un échantillon par rapport au standard en fois 1 million. Donc c'est des unités, les mu, c'est des unités ppm. Donc ce système a été très largement employé, notamment pour dater tout ce qui était ces formations du noyau à l'intérieur des objets du système solaire. Et la raison pour ceci est simple, donc on part d'une planète, d'un objet non différencié, homogène, et lorsqu'on forme le noyau métallique, les sidérophiles vont aller dans le noyau, alors que les lithophiles vont aller dans le manteau. L'hafnium est lithophile, va rester dans le manteau, alors que l'ensemble du tungstène est drainé dans le noyau lors de la formation du noyau. Et donc on va générer deux réservoirs, un réservoir à rapport hafnium-tungstène élevé et un réservoir à rapport hafnium-tungstène quasiment nul. D'accord ? Parce que l'hafnium est strictement lithophile et ne rentre pas dans le noyau. Ces différences de rapport, si elles sont générées pendant les 60 premiers millions d'années du système solaire, quand l'hafnium 182 était toujours présent dans le système, et ben ces différences de rapport vont se traduire par des différences de rapports isotopiques qu'on peut mesurer aujourd'hui. Donc en fait, le manteau va avoir un rapport hafnium-tungstène élevé et va évoluer vers des rapports isotopiques relativement radiogéniques du tungstène, alors que le noyau, lui, ne présente pas d'hafnium et il va geler la composition isotopique
du réservoir parental dont ils sont issus au moment de la formation. Alors juste quelques mots sur la formation du noyau. En fait, aujourd'hui on mesure le manteau terrestre à une valeur d'un mu de 0, parce que notre standard provient du manteau. Hein. Donc quand on normalise par rapport au standard, ça donne 0. Par contre, quand on mesure des chondrites, l'évolution chondritique au cours du temps est montrée par cette courbe rouge. Le rapport des chondrites, les chondrites ont un rapport hafnium-tungstène relativement bas par rapport au manteau, puisqu'elles n'ont pas vu de différenciation du noyau. Et en fait, on observe une différence entre la Terre, le manteau terrestre et les chondrites d'environ 200 ppm. Et le noyau, lui en revanche, est inférieur à geler sa composition isotopique initiale au moment de sa formation et se retrouve moins radiogénique que les chondrites. Donc fatalement, si on ajoute des chondrites au manteau, on va changer légèrement la composition du manteau. Si j'ajoute un petit peu de noyau au manteau, je vais également faire diminuer un peu la composition de mon manteau. Et donc en fait, à partir de là, je peux donc imaginer que je puisse tracer une incorporation de matériaux chondritiques ou une incorporation de noyaux nucléaires à l'intérieur de mon manteau grâce aux isotopes du tungstène. Maintenant, je vais vous montrer qu'en fait, on peut retrouver notre idée, c'est qu'on pouvait retrouver des petites hétérogénéités isotopiques du tungstène à l'intérieur des manteaux planétaires. Et il y a 3 processus qui peuvent générer ces petites variations. Donc tout d'abord, une différenciation précoce du manteau, une accrétion tardive, donc ça c'est l'ajout de matériaux extraterrestres. Donc, par exemple, si j'ajoute des chondrites, comme je vous l'ai dit, on va changer légèrement la composition isotopique du manteau. Et les interactions noyau-manteau, encore, le noyau a une composition isotopique du tungstène très différente du manteau. Donc une légère addition de matériaux nucléaires au manteau va changer, ça va avoir un petit effet sur sa composition isotopique du tungstène. Donc le premier processus, la différenciation précoce du manteau, donc en fait c'est lié à les effets qu'on observe au niveau des isotopes du tungstène sont liés à des fractionnements liquides silicatés et cristal. Donc parce que l'hafnium et le tungstène sont tous les deux incompatibles, qui vont tous les deux dans le liquide lors de la cristallisation fractionnée, mais le tungstène est beaucoup plus incompatible que l'hafnium. Okay, donc c'est-à-dire que on va former lors de la cristallisation fractionnée par exemple d'un océan magmatique, on va produire des réservoirs mantéliques avec des rapports hafnium-tungstène légèrement différents. Et ces légères différences de rapport hafnium-tungstène vont se traduire en différences de composition isotopique à condition que ces fractionnements interviennent pendant les 60 premiers millions d'années du système solaire. Le deuxième processus qui peut générer des petites variations isotopiques du tungstène dans le manteau, c'est l'accrétion tardive. En fait, c'est un processus d'addition continue de matériaux extraterrestres après la formation du noyau. Et initialement, c'est le scénario ça a été proposé, c'est le scénario aujourd'hui le plus communément accepté pour expliquer les abondances en éléments très sidérophiles dans le manteau terrestre. Donc ici, vous avez les concentrations normalisées au C1 en éléments très sidérophiles, osmium, iridium, jusqu'au rhénium. Les étoiles montrent les résultats des équilibrations à basse pression et haute pression entre le manteau silicaté et le noyau. Et on observe que les abondances observées dans le manteau, en bleu, sont très nettement au-dessus de ce qui est attendu pour un équilibre entre noyau et manteau. Or, le noyau aurait dû complètement drainer ces éléments du manteau et on en retrouve un peu. Donc en fait, ce qui a été proposé, c'est que le manteau, il y a eu un renchérissement en éléments sidérophiles du manteau par l'apport de matériaux extraterrestres. Parce que ces matériaux extraterrestres sont non différenciés, ou peuvent être différenciés mais sont ajoutés globalement au manteau. Donc globalement, ils ont une composition chondritique, et ayant une composition chondritique, ils sont relativement enrichis en éléments sidérophiles. Donc en ajoutant quelque chose de relativement riche en éléments sidérophiles dans un manteau qui est appauvri en éléments sidérophiles, on va re-remplir le manteau jusqu'aux valeurs observées aujourd'hui en éléments sidérophiles. Et les contributions qu'il faudrait ajouter de matériaux chondritiques, qu'il faudrait ajouter pour obtenir les concentrations observées aujourd'hui dans le manteau terrestre seraient d'environ 0,5% de chondrites. Pour vous montrer quel est l'effet de cette addition de matériaux, cette accrétion tardive de matériaux extraterrestres à la Terre sur la composition isotopique du tungstène,
initialement, enfin aujourd'hui le manteau, ici c'est la concentration en éléments sidérophiles du manteau, normalisé au manteau actuel. Donc actuellement le manteau a un contenu en éléments sidérophiles de 1, donc similaire au manteau actuel, normal. Et il a une composition isotopique de 0, c'est ce qu'on mesure aujourd'hui. Et si on retire progressivement le matériau à traiter tardivement, c'est-à-dire qu'on revient à un manteau qui est complètement dépourvu d'éléments sidérophiles, on observe qu'on devrait avoir une signature isotopique du tungstène située entre 10 et 20 ppm au-dessus de celle observée actuellement dans le manteau terrestre. C'est-à-dire que le manteau terrestre, avant l'accrétion tardive, devait avoir une composition de plus 10 à plus 27, plus 30 ppm. D'accord ? Donc il devait présenter une légère différence de composition isotopique par rapport au manteau actuel. La troisième possibilité pour générer des différences de composition isotopique du tungstène dans le manteau, c'est d'ajouter au manteau terrestre un peu de manteau dérivé du noyau. Comme vous voyez, le noyau, un bilan de masse nous indique que le noyau doit être à peu près à moins 220 ppm, donc très inférieur au manteau actuel. Donc en ajoutant un petit peu de noyau, forcément, on va induire un léger changement, enfin une légère diminution de la composition isotopique du manteau actuel. Et encore une fois, le noyau est très enrichi en tungstène, donc une petite contribution suffit à générer un effet isotopique. Petite question. Sur la page précédente, si tu modifies l'âge et la durée de formation du noyau, est-ce que ça ne fait pas varier cette valeur de mu, 82 ? Si je fais... Je ne sais pas en combien de temps s'est formé le noyau. Non. Si tu fais varier ça, tu fais varier un peu le rapport. Ouais, mais moi je repars de ce qu'on observe actuellement et je retire mes 0,5%. C'est une valeur. Tu vois ce que je veux dire? Je ne pars pas de là pour aller ici. Et donc en fait, c'est par rapport. Aujourd'hui, le manteau globalement est à 0. Donc quel que soit l'âge, c'est indépendant de l'âge de formation du noyau. Donc il y avait eu beaucoup de travaux, enfin quelques travaux antérieurs pour rechercher ces hétérogénéités potentielles du tungstène à l'intérieur du manteau, aussi bien dans des échantillons modernes, ici c'est des OIB, que dans des échantillons anciens, ici c'est Ishua. Et ce que vous pouvez observer, c'est qu'on obtenait on voyait aucune variation isotopique du tungstène à l'intérieur des échantillons terrestres. Et il avait été conclu que le manteau terrestre devait être homogène par rapport aux isotopes du tungstène. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a tout simplement, on a développé une nouvelle technique qui permet en fait de mesurer, d'obtenir des précisions accrues du rapport isotopique du tungstène. Et on obtient ces techniques ont été développées sur spectrométrie de masse à thermoionisation. C'est des méthodes qui sont à peu près similaires à celles qui sont développées pour le néodyme. La seule différence ici, c'est qu'au lieu de mesurer en ion positif, on mesure en ion négatif. Et cette technique nous permet d'atteindre des précisions de l'ordre de 5 ppm. Le problème de cette technique, c'est qu'on a besoin d'énormément d'échantillons. On a besoin d'à peu près 1 à 2 microgrammes de tungstène. Et les comatites, dont je parlerai plus tard, parce qu'ils sont les échantillons qu'on a principalement analysés, ça revient à dissoudre entre 30 et 50 grammes et parfois jusqu'à 100 grammes. Donc c'est pas évident, mais c'est faisable. Après, le tungstène est purifié et chargé à l'intérieur de la machine pour analyse. Donc rapidement, les résultats de notre méthode, pour vous montrer qu'on obtient bien là c'est la précision obtenue par les études précédentes par ICP-MS, les précisions maximum, à peu près 25 ppm, et nos précisions par TIMS sont à peu près 5 fois inférieures. Ici en bleu, c'est des solutions standards. Ici, c'était une solution qu'on avait enrichie artificiellement en tungstène 182 pour vérifier qu'on était juste dans nos mesures, qu'on était capable de détecter une anomalie et qu'on était capable de la détecter à la bonne taille. Donc voilà. Et on a également mesuré quelques échantillons modernes pour vérifier qu'on n'avait pas de biais analytique introduit par la chimie. Alors les premiers qui ont rapporté une anomalie isotopique du tungstène dans des roches terrestres, c'est Matthias Wilbolt à Bristol. Ils ont observé ces anomalies dans des roches, eux ils analysaient les roches d'Ishua,
donc qui sont des roches mafiques, ultramafiques et mafiques, qui ont 3,8 milliards d'années. Et vous pouvez voir, elles sont toutes ici. Tout ça, c'est des roches modernes. Et pour voir qu'il y a un léger décalage d'à peu près une vingtaine de ppm entre roches modernes et roches anciennes. Et cette différence, en fait, si jamais je mettais dans ce graphique ma composition isotopique du tungstène d'Ichua, voilà, ce que l'on observe, c'est que cette composition mesurée est similaire aux compositions attendues pour la composition isotopique du manteau avant l'accrétion tardive. Donc l'interprétation de Mathias était de dire que en fait, la source des roches d'Ichua était en fait un réservoir mantélique qui avait été préservé de l'accrétion tardive. C'est-à-dire que l'ensemble du manteau avait l'accrétion tardive s'était mélangée à l'ensemble du manteau, il avait apporté leurs éléments très sidérophiles, mais que la source d'Ichua, elle, n'avait pas vu cette incorporation de matériaux extraterrestres. Et du coup, avait gardé la composition isotopique du manteau avant l'addition de ce matériel. Le problème avec les roches d'Ichua, c'est très métamorphisé, et aussi ça rend très difficile d'estimer les abondances en éléments très sidérophiles de la source de ces roches. Donc c'est dans ce cas, n'ayant aucune contrainte sur les éléments très sidérophiles présents dans la source de ces roches, il est très difficile de tester ce modèle. Donc en fait, notre idée, en fait, c'était d'aller regarder un autre type de roche, très commune pendant l'Archéen, les comatites. Donc c'est des roches volcaniques, ultramafiques, qui sont prédominantes pendant l'Archéen et qui ensuite sont quasiment absentes de l'enregistrement géologique. Et c'est probablement lié au refroidissement global du manteau au cours du temps. L'avantage de ces roches, en fait, c'est qu'elles ont été produites par un taux de fusion très élevé, au-delà de 50%, et c'est des magmas non saturés en sulfure. Et c'est très important si on veut essayer de retracer, si on veut essayer de contraindre les abondances en éléments très sidérophiles de la source de ces roches. C'est très important d'avoir des hauts taux de fusion et des magmas non saturés en sulfure, parce que si on reprécipite des sulfures lorsque le magma rejoint la surface, ou si des sulfures résiduels sont présents dans la source, il est très difficile d'estimer la composition, des abondances en éléments très sidérophiles de ce type de source. Donc c'est un avantage par rapport aux roches d'Ichua, c'est qu'ici on peut avoir une idée, on peut estimer quels sont les éléments, enfin les abondances en éléments très sidérophiles de la source, ce qui n'était pas le cas avec les roches d'Ichua. On avait les deux premières localités qu'on a regardées. C'est d'abord les comatites de Komati, donc, qui ont 3,5 milliards d'années d'Afrique du Sud, et les comatites de Kostamushka, qui ont 2,8 milliards d'années, qui sont plus jeunes et qui proviennent de Russie. Et l'ensemble de ces échantillons sont issus de carottes. Pour un petit résumé des différentes caractéristiques de la source, des résultats qui ont été obtenus précédemment sur ces deux types de roches, et c'est pourquoi nous les avons analysés. Donc, notamment, l'avantage, comme je disais, les abondances en éléments sidérophiles de la source de ces roches avaient été déterminées précédemment, et on s'était aperçu que le Komati avait à peu près 50% de l'abondance totale par rapport au manteau primitif d'éléments sidérophiles, et que Kostamushka avait quasiment des contenus en éléments sidérophiles similaires à ce qu'on observe dans les roches modernes. Donc en fait, on observe une différence de contenu en éléments sidérophiles dans la source, donc on s'attendait aussi à avoir une différence de composition isotopique du tungstène, si la composition isotopique du tungstène est bien liée à l'accrétion tardive. Aussi, il y a Kostamushka, une des particularités de cet échantillon en termes d'osmium, c'est qu'elle présente des anomalies isotopiques de l'osmium. Et initialement, ces anomalies isotopiques avaient été interprétées il avait été suggéré que ces anomalies étaient liées à la présence d'un composant dérivé du noyau à l'intérieur de la source de Kostamushka. Et si on avait un peu de noyau dans ces roches-là aussi, c'est pour ça qu'on voulait les analyser, c'est que ça devait induire aussi une légère différence de composition isotopique du tungstène. Et voilà les résultats qu'on a obtenus.
Donc les comatites de Comati ont une composition qui est similaire à celle observée dans le manteau moderne. Par contre, on a observé dans les comatites de Costa-Muchka une anomalie isotopique, encore une fois de plus 15 ppm, donc similaire à celle qui était observée dans les roches d'Ishua. Oui, similaire à ce qu'on a observé dans les roches d'Ishua. Donc, alors cette anomalie positive, enfin cette anomalie isotopique du tungstène, on va essayer de tester, de voir à quel processus peut être rattaché à ces anomalies. Tout d'abord, est-ce que cela peut correspondre à des matériaux dérivés du noyau, comme cela a été suggéré en se basant sur les isotopes de l'osmium? Alors le problème, c'est que les matériaux dérivés du noyau, je vous ai montré que le noyau avait une signature isotopique du tungstène qui était négative de moins 200 ppm par rapport au chondrite. Là, on a une anomalie positive. Donc clairement, cette anomalie positive ne peut pas être générée par une addition de matériaux dérivés du noyau. Alors ensuite, on peut essayer de tester, de savoir si la source des comatites de Costa-Muchka correspond à une portion du noyau qui aurait été préservée de la création tardive. Donc comme je le voyais, la composition isotopique de Costa-Muchka est similaire à celle du manteau observé avant la création, enfin prédite pour le manteau avant la création tardive. Cependant, les contenus en éléments sidérophiles de Costa-Muchka sont relativement élevés, quasiment similaires au manteau moderne, et donc on voit bien qu'il est très difficile d'expliquer Costa-Muchka par un phénomène d'accrétion tardive. En fait, tout ce qui va être généré par tous les réservoirs qui sont plus ou moins préservés de l'accrétion tardive vont se trouver là, et si jamais c'est mélangé un peu avec le manteau moderne, on va se retrouver dans ce triangle-là. Et vous voyez bien que Costa-Muchka ne flotte pas à l'intérieur de ce triangle-là. Donc a priori, la source de Costa-Muchka ne correspond pas donc ni à des matériaux dérivés du noyau, ni à un réservoir qui aurait été préservé de l'accrétion tardive. Donc la dernière solution qui reste, c'est bien sûr c'est que ces anomalies isotopiques du tungstène aient été générées par la différenciation précoce du noyau, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, durant la cristallisation de l'océan de magma, avant 60 millions d'années après la formation du système solaire, on a généré un réservoir mantélique avec un rapport hafnium-tungstène relativement élevé. Okay, en faisant de la différenciation silicatée, parce que l'hafnium et le tungstène ont des comportements légèrement différents lors des processus de fusion partielle et de cristallisation fractionnée. Donc ce réservoir, il devrait être appauvri en éléments incompatibles, d'accord. Étant appauvri en éléments incompatibles, il va avoir un rapport hafnium élevé, et ce réservoir, s'il est formé pendant les 60 premiers millions d'années, ensuite, il va montrer, cette différence de rapport hafnium, ce rapport hafnium-tungstène élevé va se traduire par une signature isotopique du tungstène relativement radiogénique. Alors depuis, on a considérablement étendu le nombre, les localités dans lesquelles on a observé des compositions isotopiques du tungstène. On a regardé notamment les roches de Nouveau-Agitouk, qui sont parmi les plus anciennes roches terrestres. Ishua aussi, on a regardé des comatites qui étaient plus récentes que les comatites de Costa-Muchka, Boston Creek et Vetreni. En fait, ce qu'on observe, globalement, les anomalies isotopiques sont relativement communes, et même plus communes que les signatures normales, en tout cas pendant l'Archéen. Et que l'ensemble de ces signatures aussi semble positive. Et ça nous indiquerait, ça suggère plutôt que ces anomalies ont été générées par l'accrétion tardive. Parce que lors de l'accrétion tardive, on s'attend à trouver un maximum de compositions positives et très peu de positions négatives, alors que pour la différenciation précoce, on génère aussi bien des réservoirs si on génère un réservoir à hafnium-tungstène élevé, on génère aussi un réservoir à hafnium-tungstène bas qui est complémentaire. Et donc, pour la différenciation précoce, on devrait s'attendre à trouver des anomalies négatives du tungstène également. C'est où, Boston Creek? Boston Creek, c'est tout près d'Abiti.
ou de Monroe, c'est au Canada. Mais en fait, c'est tout récemment, on a enfin pu détecter des signatures négatives. Et c'est fait au niveau des comatites de Skepenburg, 3,5 milliards d'années. Skepenburg, c'est comme Baberton, c'est la même localité, c'est en Afrique du Sud. Alors je vais rentrer un peu dans le détail pour comment on peut expliquer ces anomalies négatives ici. Alors est-ce que ça peut être lié à l'accrétion tardive? Alors pour générer une anomalie positive avec l'accrétion tardive, on a besoin d'avoir un déficit de matériaux accrétés tardivement. Et pour avoir une signature négative, dans ce cas-là, on est obligé d'avoir un excès de matériaux accrétés tardivement. Si on a un excès de matériaux accrétés tardivement, on s'attend à ce que la source de ces roches ait des abondances en éléments très sidérophiles très élevées, en tout cas plus élevées que le manteau actuel. Or, la source des comatites de Skepenburg a une abondance en éléments très sidérophiles très très basse. En fait, pour ce type d'éléments sidérophiles, pour un scénario d'accrétion tardive, on aurait dû avoir une anomalie d'environ plus 15 ppm environ. Et on est à moins 7, 8 ppm. Donc clairement, l'accrétion tardive ne permet pas d'expliquer la composition isotopique de Skepenburg. Pour Skepenburg, alors là, pour tester en fait l'influence de la différenciation tardive sur une source telle que celle des comatites de Skepenburg, en fait le moyen c'est de coupler l'hafnium tungstène avec le samarium néodyme. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on fait de la cristallisation fractionnée, la fusion partielle, on va générer des réservoirs appauvris en éléments compatibles. Ces réservoirs appauvris en éléments compatibles, ils vont avoir des rapports hafnium-tungstène et samarium-néodyme élevés. Et si jamais ce réservoir est formé pendant la durée de vie de l'hafnium-182, la durée de vie de l'hafnium-182 est très inférieure à celle de 146. Donc quand on a le 182, on a aussi du 146. Donc en fait, ce qu'on va générer, c'est avec ces rapports élevés, on va générer aussi bien des anomalies positives en 142 que des anomalies positives en tungstène 182. Au contraire, les réservoirs enrichis en éléments incompatibles, eux, vont avoir des rapports hafnium, tungstène et samarium-néodyme bas et vont se traduire par des anomalies couplées négatives du tungstène et du néodyme. Et c'est ce qui est montré dans ce graphique. Les réservoirs mantéliques générés par la différenciation globale du noyau sont montrés par ces courbes noires. Donc ici, vous avez la composition isotopique du tungstène, ici la composition isotopique du néodyme. Donc vous avez d'abord les réservoirs appauvris, qui vont être dans cette partie du diagramme, et tous les réservoirs enrichis qui vont être dans cette partie-là du diagramme. Et ce qu'on peut voir... Tu peux expliquer les courbes noires? Je n'ai pas compris. Les courbes noires, c'est le réservoir mantélique qu'on obtient à partir du fractionnement de ce réservoir ici. C'est-à-dire que ici, c'est le rapport samarium-néodyme, hafnium-tungstène de la terre silicatée globale. Si jamais je fractionne un petit peu ce rapport, l'hafnium-tungstène et le samarium-néodyme, alors je vais évoluer selon cette droite-là. Si je le fractionne un peu plus, je vais évoluer selon cette droite-là. Si je Ton fractionne F, c'est un fractionnement. Ton F, c'est un fractionnement. F, c'est... ça fait longtemps que j'ai fait. Ça doit être là, donc là, c'est de la fusion en fait. Là, c'est un modèle de fusion partielle. Donc F, c'est la quantité de liquide. Ah oui, c'est ça. Ouais. Donc tu as des coefs de partage derrière. Là, c'est les coefficients de partage et tout ça. Oui, bien sûr. Il y a tout un. Oui, c'est des modèles. Hein. C'est pas... et en fait, ce qu'on peut s'apercevoir, si on plotte Skepenburg avec son anomalie négative de tungstène et son anomalie négative de néodyme, on voit qu'on peut le reproduire avec ce type de modèle. Donc, a priori, pour Skepenburg, on pense que la source dont elles sont issues est une source qui s'est différenciée très tôt au cours de l'histoire de la Terre et ce qui a permis de générer ces anomalies.
Alors après, on a commencé à aussi savoir. Donc on sait que ces anomalies ont été formées très tôt au cours de l'histoire, soit par l'accrétion tardive, soit par la différenciation précoce. Si c'est la différenciation précoce, c'est pendant les 60 premiers millions d'années du système solaire. Si c'est lié à l'accrétion tardive, dans ce cas-là, c'est avant 3,9 milliards d'années, qui est l'âge des bassins d'impact majeurs sur la Lune. Donc ces réservoirs ont été formés clairement pendant l'AD1, quel que soit le processus qui les a formés, que ce soit la différenciation précoce ou l'accrétion tardive. Et ils sont préservés au moins jusqu'à l'Archéen, et jusqu'à présent on ne savait pas si on pouvait retrouver la trace de ces réservoirs aussi dans le manteau moderne. Et on a commencé à analyser des séries d'OIB. C'est Andrea Mundell qui a fait ce travail, et elle s'est aperçue que notamment les OIB d'Hawaï avaient une légère anomalie négative du tungstène. Okay. Et il y a aussi Annika Rizzo qui a, elle, regardé des basaltes de trappe. Alors là, c'est des nombres d'échantillons très très réduits, mais elle a observé des anomalies qui sont vraiment énormes, jusqu'à 40 ppm, dans des roches modernes. Ici, on a pu répliquer les données un certain nombre de fois. Je suis assez confiant dans ces données-là. Ici, le problème, c'est que les échantillons sont très appauvris en tungstène. Chaque mesure nécessite la dissolution de plusieurs centaines de grammes d'échantillons. Donc, elle n'a pas pu faire beaucoup de données. Et notamment, elle n'a qu'un seul point vraiment à 50 ppm. Et ça nécessiterait d'être répliqué. Enfin, ça nécessiterait plus un travail de réplication en fait, pour vérifier que ces données sont bonnes. En tout cas, si jamais on a bien une anomalie de 50 ppm dans des roches modernes, alors déjà, c'est l'anomalie la plus importante qu'on ait jamais observée pour du tungstène, et aussi, c'est très nettement supérieur aux effets maximum de l'accrétion tardive. L'accrétion tardive, à l'accrétion tardive, on va à un maximum de 10 à 30 ppm. Là, on est largement au-dessus. Donc ça pourrait suggérer que ces anomalies, en tout cas ces anomalies-là, du tungstène, ne sont pas liées à l'accrétion tardive, mais à de la différenciation précoce du manteau, et que ces traces de différenciation précoce du manteau pendant l'AD1 ont été préservées jusqu'à aujourd'hui. Alors vous allez me dire qu'au final, on n'a pas beaucoup de preuves que l'accrétion tardive, est-ce que l'accrétion tardive a vraiment joué un rôle sur la composition isotopique du tungstène dans le manteau terrestre? Est-ce que le manteau terrestre avait vraiment une composition isotopique distincte dans le passé ou pas? Un moyen de tester l'hypothèse de l'accrétion tardive, c'est d'aller regarder la Lune. Alors l'avantage de la Lune, c'est que isotopiquement, c'est similaire à la Terre. Ça a été observé pour l'oxygène, le chrome, le silicium, le titane, le molybdène. Donc on s'attend à ce que la Lune soit également similaire pour le tungstène. Or, ce qu'on observe, ici vous avez la Terre à 0, et là, toute une série d'échantillons lunaires. Je note que ce qu'on analyse, ce n'est pas les échantillons eux-mêmes, c'est les métaux lunaires. Et pourquoi on analyse des métaux lunaires? C'est qu'en fait, le problème de la Lune, c'est qu'il y a une intense irradiation à la surface, et cette irradiation va induire la production de tungstène 182 à partir du tantal 181. Qui absorbe des neutrons, qui devient du tungstène. On parle d'effet cosmogénique. Et l'avantage des grandes... donc si on prend une roche à la Lune, elle a été irradiée, et sa composition isotopique du tungstène n'est plus la composition initiale de la roche. Elle a été modifiée après par l'irradiation. Donc notre idée, en fait, c'est l'avantage des roches lunaires, c'est qu'elles présentent du métal natif à l'intérieur. Et donc on peut séparer les grains de métaux. Le métal ne contient pas de tantal, parce que le tantal est strictement lithophile. Et donc, n'ayant pas de tantal, il n'y a pas de tungstène d'origine cosmogénique. Tout le tungstène, le métal a préservé la composition originelle du tungstène de la roche. Donc en mesurant le métal, on a directement la composition de la roche avant l'irradiation par le vent solaire ou les rayonnements galactiques. Donc ce qu'on observe en fait, c'est que ces roches lunaires, en fait, le manteau lunaire a une différence de composition isotopique du tungstène de plus 20 ppm par rapport au manteau terrestre. Au contraire de ce qui est observé pour les autres éléments. Alors comment expliquer cette différence de composition isotopique?
En fait, le manteau, lorsqu'on regarde le lunaire et qu'on le compare à la Terre, on s'aperçoit que la Lune contient beaucoup moins d'éléments sidérophiles que la Terre. Et bien sûr, dans le contexte d'accrétion tardive, ça s'explique par le fait que la Lune a reçu une quantité bien inférieure à la Terre de matériaux extraterrestres. C'est comme ça qu'ils interprètent cette différence d'abondance. Et donc fatalement, pour le tungstène, la Lune, initialement, avait la même composition isotopique du tungstène que la Terre, mais elle était dépourvue d'éléments très sidérophiles. Donc en fait, la Lune avait enregistré la composition de la Terre avant l'accrétion tardive. C'est pour ça que la Lune présente une composition différente du manteau moderne actuel, enfin du manteau actuel. Tout ça, c'est pas des arguments contre l'accrétion tardive? Non, ça c'est pour l'accrétion tardive. Pourquoi il y a moins de météorites qui sont tombées sur la Lune? Alors ça, c'est l'explication. Si c'était des petits corps, ça ne devrait pas avoir lieu, ça devrait être la même proportion ajoutée à la Terre et à la Lune, mais si on a des gros corps, dans ce cas-là, ils ont plus tendance à tomber sur la Terre que sur la Lune. Donc l'explication de ça, c'est que en fait, l'accrétion tardive, c'est pas une pluie de petits corps, de petits planétésimaux, c'est plutôt des objets de plusieurs centaines de kilomètres qui ont impacté la Terre, et il n'y en a eu que quelques-uns. Pour arriver à cette conclusion, vous faites des hypothèses sur l'impacteur ou pas? Non, on fait aucune. La seule hypothèse qu'on fait, c'est que initialement, la composition isotopique de la Lune et de la Terre était la même. On voit ça sur les autres isotopes. Il n'y a pas de raison que le tungstène soit différent de molybdène, de l'oxygène. Donc l'impacteur, c'est à peu près pour ressembler un peu à la Terre ou pas? Là, on a toujours besoin que la Terre et la Lune aient la même composition isotopique, donc l'impacteur ait une influence négligeable sur la composition de la Lune. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Problème. Donc c'est juste pour conclure. Donc en gros, l'accrétion tardive et la différenciation du manteau ont probablement tous les deux joué un rôle dans la génération des anomalies isotopiques du tungstène. Il y a un truc que je n'ai pas voulu trop montrer, c'est aussi tout l'aspect systématique, c'est-à-dire que est-ce que le tungstène qu'on observe, qu'on mesure dans nos roches terrestres est vraiment le tungstène qui était là, présent dans la roche au moment de sa formation, ou est-ce qu'il a été ajouté ensuite? On a des gros problèmes à ce niveau-là. Et ayant des gros problèmes pour déterminer l'origine du tungstène à l'intérieur de roches, il est difficile de comparer le tungstène avec le néodyme, par exemple, ou il est difficile de comparer le tungstène avec les éléments très sidérophiles, parce que comme le tungstène est un élément très mobile, notamment pendant le métamorphisme thermique et tout ça, il est difficile de relier le tungstène avec des éléments qui ne sont pas mobiles et qui étaient là précédemment. Donc, il faut garder ça à l'esprit, c'est que la plupart des roches qu'on observe ont des gros enrichissements en tungstène et on n'est pas sûr de l'origine réelle du tungstène qui est à l'intérieur de nos roches. Ce qui ajoute un facteur supplémentaire de difficulté pour essayer de déterminer quels sont les processus responsables de ces anomalies. Mais grosso modo, ce qui est important à retenir, c'est que de toute façon, ces anomalies, elles révèlent que le manteau était hétérogène chimiquement dès l'AD1, soit dès 60 millions d'années après la formation du système solaire, soit au cours des 500 premiers millions d'années. Cette hétérogénéité a été acquise soit au cours des 60 premiers millions d'années du système solaire, soit au cours des 500 millions d'années du système solaire. Donc de toute façon, ces hétérogénéités isotopiques du tungstène, elles sont ADN, ça c'est sûr. Et ce qu'on observe, c'est que ces traces de réservoirs AD1, ils ont été préservés jusqu'à aujourd'hui à l'intérieur du manteau terrestre, malgré la convection et tout. Voilà, merci. Vous avez des questions? Isotopiquement, est-ce que ça fait une différence si c'est de l'accrétion tardive ou des fragments de noyaux qui n'ont jamais ségrégé? C'est exactement pareil ou pas?
Ouais, on ne fera pas de différence parce que déjà la différence, on pourra le faire avec des modèles, mais la différence est tellement infime entre la composition isotopique des chondrites et celle du noyau. C'est moins 200 ppm pour les chondrites, moins 220 ppm pour le noyau, donc c'est très difficile. Parce que tes courbes, elles ne confirment jamais l'accrétion tardive, puisqu'en fait, tu as des traînes qui sont opposées. Et comme tu es obligé d'invoquer le partage au niveau de la cristallisation du manteau, si tu bloques en profondeur des réservoirs mantéliques, ils ne verront jamais l'accrétion tardive. Oui, je suis complètement d'accord. Par contre, ils pourraient voir ça, je suis d'accord. En fait, le truc, c'est que notamment à Skepenburg, c'est un bon exemple. Voilà. Alors, donc Skepenburg, il y a très peu d'éléments sidérophiles. Donc a priori, on n'a pas vu l'accrétion terrestre, on en a peu vu par rapport au reste de l'ensemble du manteau. Par contre, il peut y avoir des fragments de manteau. Voilà, exactement. Alors, mon interprétation pour Skepenburg, c'est qu'elle s'est différenciée pendant les 60 premiers ans d'année du système solaire. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas d'accrétion tardive. Ça veut dire que là, en fait, la composition isotopique du manteau au moment de la formation de Skepenburg, il n'était pas à 0. On était à peu près ici. C'est-à-dire que la différence est encore plus grande. Okay. Donc après, quand je replace ça ici, là, je l'ai placé, j'ai mis juste la donnée observée. Si jamais je corrigeais du fait qu'il n'y ait pas d'accrétion tardive à l'intérieur de ce manteau, donc il faut que je rajoute l'effet de l'accrétion tardive, dans ce cas-là, j'aurais eu un point qui était à peu près ici. Mais oui, effectivement, il y a des deux qui peuvent se combiner. Juste une question, si j'ai bien compris ce diagramme. Donc, ça pointe sur, par exemple, VR. Il a dit, ce composition isotopique a dit, c'est le fractionnement était fait à 4% de liquide avec de sludge de la... Là, c'est la fusion partielle, c'est plus compliqué de faire des modèles. Ça veut dire, est-ce que vous dites, c'est une seule moment et une seule condition qui permettent de faire ce caractéristique isotopique? Ou c'est un peu plus... Non, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, grâce à ce diagramme, tu peux déterminer le rapport hafnium-tungstène et samarium-néodyme, donc le F, le degré de fractionnement, et tu peux également déterminer le temps. C'est à peu près le même type de diagramme que, je ne sais pas si tu as déjà vu, les epsilon 142, epsilon 143, avec ces mêmes types de courbes également. C'est le même type de principe, et en fait, en couplant deux systèmes différents, en fait, tu peux contraindre d'un côté le temps, mais aussi les caractéristiques chimiques de ton réservoir. Mais ça, c'est juste parce que tu as deux informations isotopiques. Ça n'implique pas la fractionnement doit être fait à un seul moment dans l'histoire de la... C'est ce que j'ai... Oui, j'aurais pu faire des... Ça, c'est un modèle à 2 stades tout simple. On peut faire plus compliqué. Je peux faire un modèle à 3 stades aussi. Mais ça change. Voilà, ça ne changerait pas le... Là, c'est juste pour montrer qu'on a besoin de différencier très tôt au moment de l'histoire certains réservoirs qu'on observe beaucoup plus tard. Quand tu montes tous tes modèles avec le pourcentage d'éléments hautement sidérophiles par rapport au manteau, c'est quoi? C'est mesuré? Il y a un calcul derrière? Il y a un calcul. Alors, oui, il y a un calcul. Alors, principalement, ce qu'on fait, c'est qu'on se base sur le platine et le palladium, qui sont des éléments incompatibles. Okay, donc en fait, on mesure le palladium et le platinium dans nos roches, on plotte ça en fonction du même géo, et à partir de là, on peut recalculer quelle était la composition isotopique, l'abondance de la source de ces roches. Okay. Et là, pourquoi je mets total, c'est parce qu'en fait, on fait la somme de ce qu'on observe pour le platinium et ce qu'on observe pour le palladium. On ne fait pas ça sur l'osmium et l'iridium parce que c'est compatible et du coup c'est plus difficile d'estimer quelle était la composition. Quand on montre la Lune par exemple, quand on montre la Lune par exemple, on sait ce qu'il y a dans la Lune? Ah oui, ça a été... alors je sais plus, c'est James, je crois qui a fait... je crois que j'avais mis la référence. Moi aussi c'est bon. Oui, ça a été mesuré plusieurs fois, je crois que c'est assez bien déterminé. Ils sont assez confiants de le fait que ça soit très appauvri en éléments sidérophiles par rapport au manteau terrestre. Ah oui, non, oui, j'en doute pas que ce soit plus appauvri, mais quand tu me remets dans le diagramme où tu as le pourcentage de HSE, c'était ma question.
Là, j'y Et suis allé c'est gros. Non, mais bien là, défini, vraiment, j'y est-ce suis. qu'on Alors sait là, pas prends trop pas ça, la lettre, j'y suis. C'est moi, là, j'y suis un peu allé à la. Bourrin, ouais. En gros, j'ai juste. Tu vois, t'as un peu. Oups. En gros, t'as un facteur 100, grosso modo, entre la Terre et la Lune, et c'est ce facteur-là que j'ai appliqué. La barre d'erreur est probablement plus grande. Mais bon, l'idée c'était de montrer juste que la Lune avait la même composition isotopique que la Terre, prédite pour la Terre avant l'accrétion tardive. En fait, ce qui me gêne, c'est que ça corrèle pas avec le néodyme. Alors, je suis d'accord que ça pose des... Ça corrèle pas. Qu'est-ce qui Le corrèle pas? tungstène et le néodyme, ça corrèle jamais. Ça corrèle dans la Lune ou dans. Partout. Ouais, voilà, c'est pas mal quand même. Globalement, je suis d'accord avec toi. Et tu vois, on peut dire, ok, c'est peut-être de la... Enfin, c'est plus mobile, mais tu regardes sur Mars, ça corrèle pas non plus. Oui, je suis d'accord. Et là, il n'y a pas de... Et enfin, je trouve que c'est vachement compliqué. Ah non, là j'ai un modèle tout simple. En plus, j'ai juste utilisé le coefficient de partage, calcium, perovskite, perovskite et puis magnétovustite, je crois, si je me souviens bien, c'est le modèle que j'ai fait. Mais bon, ça corrèle pas, c'est pas trop dégoûtant là. Pas pour des corrélations de géochimie, c'est déjà pas mal. Non, mais c'est pas. Alors. Non, mais t'as un peu en bas de Chappenbourg, quoi. D'accord, il y a celui-là, là. Bon, Kostamuchka, il faudrait qu'on le remesure plus. C'était en fait, c'est basé sur tes données, hein, on n'a pas refait depuis. Où il n'y a pas, on ne sait pas si c'est légèrement positif, mais pas forcément. Le problème de Nuvajitouk, c'est toujours la même chose. Là, tu vois que c'est le Nuvajitouk que j'ai mis en positif. Donc, tu sais que c'est des anomalies. Les observées, elles sont négatives. En fait, c'est les initiales que j'ai pris. J'ai recalculé la composition initiale en 142 de la source. Et dans ce cas-là, la source a une anomalie positive. Mais oui, je suis d'accord, c'est pas exceptionnel, hein, niveau corrélation. Donc tu À part, crois, pour ce qui est que pas c'est à de 4.3 Hein Donc tu crois qu'elles ont 4.3 T'as recalculé un initial à 4.3 C'était Jonathan. Disons que je voulais que mon graphique ait l'air joli, sinon j'aurais pu te le mettre à l'initiale, et dans ce cas-là, elles se seraient plotées, donc négatif en 142, et elles sont là. C'est interdit. Non mais je suis d'accord qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, hein, et puis on n'a pas tellement de données couplées en Je fait. suis d'accord. Et il est hyper compliqué ce diagramme, parce qu'il y a deux choses. Il y a le taux de fusion, et dessous la quantité de hautement sidérophile qui peut jouer sur les... Dans celui-là? Oui, puisque le diagramme d'avant... Ah oui. Et justement, ma question, c'est dans ton spectre de hautement sidérophile, est-ce qu'il y a pas des variations que tu pourrais utiliser pour tracer uniquement la ségrégation en réservoir mantellif? Puisqu'il y a des sidérophiles qui sont plus ou moins incompatibles, et la variation entre ces sidérophiles qui, eux, sont vus tous en même temps, est-ce que ça ne peut pas permettre... Le problème, c'est qu'à chaque fois, quand je parle d'éléments sidérophiles, à chaque fois, c'est les incompatibles qu'on regarde. Parce qu'en fait, mais pourquoi Pourquoi? Parce qu'en fait, dommage. C'est dommage, oui, mais c'est beaucoup plus simple de déterminer l'abondance de ta source pour un élément incompatible, parce que tu as une belle corrélation avec le MGO. Alors que quand tu as des probabilités, tu te retrouves avec des courbes et tu ne peux pas déterminer exactement quelle est la composition de ta... Oui, mais pour le coup, la variabilité des hautement sidérophiles, là, tu tracerais directement pour une quantité donnée la ségrégation dans le manteau du monde. Et du coup, tu pourrais avoir une information indépendante pour aller la refourguer là-dedans. Je sais pas, je comprends rien, mais... Non, mais il faudrait que j'aille regarder. Ça, j'ai pas fait. Quand tu montres des données sur les comatites, c'est quelle partie des coulées de comatites? Est-ce que c'est une moyenne des différentes sections? En fait, on n'a jamais eu trop besoin de faire des moyennes, parce que c'était relativement homogène à chaque fois. Hein. Donc, mais elle venait de l'ensemble de la coulée, de la zone spinifex comme de la zone de cumula. Est-ce qu'il y a beaucoup de variations en hautement sidérophile, en concentration, entre les différentes zones? Entre les différentes
Enfin, entre par exemple les bordures figées, les zones d'accumulation d'olivine, les zones oui, spinifex assez larges. Ça, il y a des grosses variations. C'est ça qui permet d'avoir justement ce spread de concentration en fonction du MGO et ainsi de pouvoir déterminer quelle est la composition de l'abondance de la source. Oui, c'est relativement variable. Après, là, comme ça, là, je me souviens plus des chiffres, mais oui, c'est pas. Tu vas pas de 1 ppm à 1 ppb à 1,1 ppb, 1 à 10 ppb. En gros, c'est un facteur, c'est facteur 10 dans les concentrations. Moi, j'ai une question extrêmement simple. Le tungstène, son incompatibilité pendant la fusion du manteau actuel, on pourrait le placer où? Comparé à quel élément? L'idéal, c'est l'uranium-thorium. Donc c'est très incompatible. Très incompatible. Ouais. En général, c'est ça qu'on utilise comme proxy. Et justement, c'est comme on s'est très vite aperçu qu'on avait justement dans la plupart des roches, on avait des enrichissements, des rapports tungstène-thorium ou tungstène-uranium très très élevés par rapport à ce qu'on observait dans le manteau. Ce qui nous fait craindre une certaine des remobilisations. Le problème, c'est de savoir si ces remobilisations ont juste lieu à l'intérieur de la lithologie en question. Donc à l'intérieur, dans ce cas-là, ça n'a pas de conséquences pour nous. Mais par contre, si c'est du tungstène qui provient de l'extérieur, qui est ajouté par des fluides métamorphiques ou par des fluides de zone de subduction, là, le tungstène, du coup, n'a plus la même origine que les autres éléments dans la roche. Et alors, à partir de ce moment-là, quand on compare le tungstène avec les éléments très sidérophiles, comparer le tungstène avec le néodyme n'a plus aucun sens. Si le tungstène il est extrêmement volatile, très mobile. Il suffit que tu as un phénomène de dégazage et d'accumulation de gaz, tu peux enrichir en tungstène. Je suis plus inquiet par le. C'est très réfractaire quand même. Le tungstène. Moi, les gaz volcaniques sont extrêmement enrichis en tungstène. Les gaz volcaniques sont extrêmement enrichis en tungstène. Moi, je voyais, jusqu'à maintenant, j'avais juste entrevu, comme c'est des roches relativement métamorphisées, j'ai surtout regardé ce que pouvait donner l'interaction avec des fluides, et je me suis pas encore. J'ai donné des échantillons de la Réunion à Amica, qui sont des condensats de gaz volcaniques, qui sont extrêmement enrichis en tungstène, ce qui nous permet de travailler sur des quantités beaucoup plus faibles, parce que c'est extrêmement enrichi en tungstène. C'est des centaines et des milliers de ppm. Elles viennent d'où? C'est des gaz, des condensats de gaz. Mais de quelle Réunion. Et ça, c'est connu quand il y a de l'oxygène. Elle les a déjà mesurés? Je sais pas. C'est à cause des sulfures? Non, c'est l'oxyde de tungstène. C'est l'oxyde de tungstène qui est volatile. Et c'est comme le rhénium, quoi. S'il n'y a pas d'oxygène, c'est ultra réfractaire. S'il y a de l'oxygène, c'est ultra volatile. Non, sur tout ce qui est gaz, j'avais pas du tout exploré cette. Isotope, c'est la même, non? Je sais pas. Ok. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'aussi, on s'est aperçu que certaines de ces roches, elles flottaient exactement quand on flotte dans le. Elles sont dans au niveau de la géochimie, certaines ont des signatures d'arc en fait. C'était à partir de là que je m'étais demandé si le tungstène n'était pas aussi venu avec des fluides. Notamment dans le nouveau Agituk. Le nouveau Agituk a des taux d'enrichissement d'un facteur 10 à 100 par rapport au manteau. Le rapport tungstène-thorium, tungstène-uranium est 10 à 100 fois supérieur à celle du manteau convectif. Donc là, on suppose que ça a été introduit soit par des fluides de subduction, soit pendant le métamorphisme. Et après, c'est très difficile de comprendre l'origine des anomalies si l'élément a été introduit à l'intérieur de la roche et n'a aucun lien avec la chimie de la roche elle-même. Il n'y a pas beaucoup de tungstène dans la liquide. Dans la liquide. Rutile. Non, je crois que c'est de l'hafnium. Et donc tu suggères aussi un réservoir caché ou... non. Si, parce que t'es tout au-dessus. Ouais, mais j'en ai des négatifs, donc c'est plus caché. J'ai une question plus en lien avec la discussion juste avant. Du coup, sous quelle forme il est stocké le tungstène dans les chromatites? Dans quelle phase il va s'installer préférentiellement? Parce que c'est pas très connu ça, non? Non, c'est pas. Moi, j'ai pas de données, j'ai aucune donnée sur des minéraux. Je ne veux pas te raconter de bêtises. Je préfère rien dire. Je sais pas.
pas l'olivine, ça c'est clair. Je sais que Jingao Liu avait commencé à regarder ce genre de truc. Et enfin, c'était très, très grossier ce qu'il avait fait, c'était des grossissages. De corne Non, Liu, Jingao. Ah, Jingo. Et J'ai pas vu. il montrait que dans ces échantillons, c'était surtout les rutiles qui contenaient beaucoup de tungstène. Ok. Mais après, c'était pas non plus des quantités astronomiques. Je pourrais pas te dire, j'avoue. Je connais très peu sur la chimie. Le comportement dans les. Il faudrait que je fasse mes données, parce que quand je fais mes modèles, je regarde les coefficients de partage. Donc mais il faudrait que je m'y replonge pour te dire exactement quelle est la phase majeure qui porte le tungstène dans les. Mais c'est probablement pas les phases majeures, probablement, c'est plutôt les phases accessoires. Parce que ça rentre très peu dans les pyroxènes et très peu dans l'olivine. D'où sa mobilité, du coup. Dernière question. On peut remercier Mathieu.